Bien, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle webconférence découverte. Nous allons parler aujourd'hui de l'âme animale, de communication animale, avec Fabienne Maillefer. Bonjour Fabienne. Salut Estelle, merci de m'accueillir au sein de Suneva. C'est très gentil. Merci pour ta présence, d'avoir répondu à l'invitation pour cette rencontre. Alors, c'est une rencontre qui va parler de tous les animaux de compagnie, les animaux sauvages, au cours de laquelle vous pouvez poser vos questions à tout moment par écrit sur le chat. Donc, pour vous présenter Fabienne, si vous ne la connaissez pas encore, Fabienne est une experte en communication animale depuis une vingtaine d'années. Elle a également fondé l'école de la conscience, qui est un lieu de développement personnel. Alors, elle vit entre la France et la Suisse. Mais au départ, Fabienne Maillefer est infirmière. Alors, elle va nous raconter un petit peu qu'est-ce qui l'a amené finalement à avoir ce rôle auprès des animaux, finalement d'intermédiaire entre le règne animal et les humains. Alors, elle a également étudié en psychopédagogie. Aujourd'hui, elle est psychopédagogue en hypnose spirituelle. Ça fait très longtemps aussi que tu pratiques. Voilà, la thérapie avec les chevaux. Voilà. En fait, elle a beaucoup, beaucoup de facettes avec un parcours très riche. Pour faire court, parce que maintenant j'ai quelques années, donc du coup il y a plein de choses à raconter. Je dirais que d'abord ma relation avec les animaux, c'est quelque chose que j'ai de toute petite. C'est pas quelque chose qui est nouveau, qui est arrivé comme ça dans ma vie. Je suis née avec, non pas d'une famille qui avait des animaux, ma famille directe, mais autour de moi, il y avait de nombreuses personnes, notamment dans le milieu agricole, et une facilité en fait d'être en contact avec la nature et tout ce qui vit et le monde animal. Ensuite, dès ma prime enfance, mes parents se souviennent que le premier mot que j'ai su dire, c'était coco. Ce qui m'intéressait, c'était surtout les chevaux. Et ça a fait partie toute ma vie et ça en fait partie encore aujourd'hui. Et puis, le contact avec le monde animal, il est surtout au départ avec le monde des animaux sauvages. Je me rends compte très petite, enfin depuis toute petite, que c'est un contact facile, que les animaux sauvages viennent à moi, que je peux converser avec eux. Et pour moi, tout ça, c'est normal. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est pas un don ou une faculté que j'aurais. C'est juste que je parle aux animaux comme je te parle à toi ce soir, ou que je parle aux gens en général. Donc, le monde animal fait partie de ma vie et moi, je me consacre plutôt à l'autre, c'est-à-dire à la relation d'aide. Je vais d'abord effectivement faire des études d'infirmière, enseigner dans les soins infirmiers, puis ensuite prendre différents postes à responsabilité pour créer ensuite un bureau d'expertise parce que très rapidement, je m'oriente vers plutôt la criminologie. Comme je me rends compte que j'ai des facultés intuitives, on va dire ça aujourd'hui, hein, mais à l'époque, on ne savait pas trop, je me dis que ça, c'est quelque chose que je pourrais exploiter dans le cadre de ma vie professionnelle. C'est à cette époque-là aussi que je commence des premières études en psychopédagogie que je poursuivrai ensuite par des études en psychologie sociale. Et là, je me dis vraiment super. Et donc, en fait, je fais ces études dans le but d'être profiler et pas du tout de faire de la communication animale. Et puis, les portes de la synchronicité ne fonctionnent pas avec le métier de profiler, puisque à chaque fois que j'ai des opportunités, ça coince, j'y arrive pas. Et à un moment donné, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Alors, j'ai fait plein de choses, hein, j'ai étudié l'homéopathie, j'ai de la phytothérapie, enfin, il y a plein de choses qui m'intéressent. Le monde animal est toujours là, à mes côtés. Et malheureusement, ce que j'ai envie, ce que ma tête a envie, mon corps et mon cœur ne suivent pas. Et au début des années 2000, donc il y a plus de 20 ans, sur ma route, je trouve quelqu'un qui me parle de communication animale. Et à l'époque, donc là, on parle vraiment au tout début des années 2000, la communication animale, déjà, on n'avait pas Internet de manière aussi aisée que ce qu'on a aujourd'hui. La communication animale, moi, j'en ai jamais entendu parler. Certes, je parlais aux animaux, mais je pensais pas que c'était quelque chose d'extraordinaire. Et je découvre, grâce à cette prof, c'était un cours d'acupressure pour chevaux, que vraisemblablement, il y a d'autres gens que moi aux États-Unis qui en ont fait un métier. Donc à partir de là, je m'intéresse à la chose, je vais rechercher différents
communicateurs animaliers dans le monde. Je vais me former chez eux. Je leur propose aussi de venir chez moi et je commence à organiser des événements. Alors, dans mon salon, hein, avec 2-3 amis qui me trouvaient un petit peu dingo, mais encore ça va, c'était encore passable et qui sont d'accord de venir apprendre comment parler aux animaux, puisque finalement, si moi je le fais depuis longtemps puis qu'on peut l'apprendre, ça doit pouvoir se faire aussi. Et c'est comme ça que successivement, je rencontre différents communicateurs animaliers, sachant que le terme communicateur animalier, moi je préfère le terme interprète animalier, peut-être qu'on aura l'occasion d'en revenir. Communicateur animalier est vraiment une traduction littérale de animal communicator en anglais, mais donc des gens qui entrent en relation de cœur à cœur ou d'âme à âme avec le monde animal et qui traduisent en fait avec leurs mots à travers leur corps. Et donc plus tard on découvrira grâce aux facultés intuitives que nous avons tous qui vont pouvoir mettre des mots sur ce que les animaux vivent et ressentent. Donc l'évolution ces 20 dernières années aussi des neurosciences, parce que c'est un domaine qui me passionne, la neuropsychologie. Donc, je commence à chercher des explications de ce côté-là pour pouvoir comprendre comment ça marche. Et si, en fait, je suis douée, sous-entendu, est-ce que moi j'ai un don que toi tu n'aurais pas par hasard ou par opposition, ou bien si finalement on a tous ce don-là et qui n'est pas un don mais une compétence. Et c'est ce qui m'amène petit à petit à développer ma propre méthodologie, à créer l'école de la conscience et à former les gens dans le développement des facultés intuitives, puisqu'aujourd'hui, ça commence à être reconnu comme tel. Aux États-Unis, il y a deux universités actuellement qui ont des chaires de psychologie intuitive. Donc, on est dans une reconnaissance aussi grâce aux travaux de la physique quantique, à la vulgarisation aussi de la physique quantique. On est en train de se rendre compte que finalement, nous avons tous des compétences intuitives et que ce qui semblait extraordinaire à un moment donné de pouvoir communiquer avec le monde animal, en fait, est quelque chose que nous pouvons tous développer avec les facultés que nous avons, mais pas sans travail. Dans ce sens-là, il ne faut pas croire que c'est un don au sens où on n'a rien à faire. Il y a un travail à faire, des exercices à mettre en place, comme tous les domaines qui demandent des capacités intuitives. Oui, c'est une application particulière. C'est pas parce qu'on a beaucoup d'intuition ou qu'on est médium qu'on peut comme ça s'improviser communicateur animal. En tout cas, c'est potentiellement à la portée de tous. Oui. Et ce que je trouve intéressant dans ton parcours, c'est que non seulement tu avais plutôt une base, on va dire, scientifique, du coup, cet esprit qui voulait éventuellement être profiler, cet esprit d'enquêteur, de recherche, t'a accompagné pour aller comprendre comment concrètement on pouvait expliquer ce que tu vivais déjà intuitivement depuis que tu étais toute petite. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et je résumerai mon travail depuis plus de 20 ans, c'est de réunir la science et l'invisible. Ce qui me dérange, c'est qu'il y ait une scission entre les deux, alors que nous sommes corps et esprit, que la science et l'invisible n'ont pas à combattre, ils ont plutôt à marcher main dans la main, et c'est ce que j'espère qui sera possible les années à venir, parce que c'est un potentiel énorme que nous pouvons développer, pour autant qu'on le fasse avec éthique. Et je crois qu'il y a un des aspects pour moi très importants aujourd'hui par rapport à l'engouement des facultés intuitives ou du développement de ces facultés intuitives, quel que soit le domaine, c'est de penser qu'il y a une vraie nécessité d'éthique et de rigueur déontologique quand on fait les choses. On ne les fait pas parce que c'est fun ou c'est sympa, on les fait parce qu'on est dans une relation d'aide à la personne et à l'animal, puisque comme j'aime à raconter dans mon métier d'interprète animalière, c'est rare qu'un chevreuil m'appelle parce qu'il a des difficultés ou un écureuil parce qu'il ne sait plus où il a planqué ça j'en ai pas eu encore. Mais par contre, c'est toujours des gens qui sont en difficulté avec un animal et c'est des difficultés qui peut-être durent depuis très longtemps, où ils ont cherché énormément de solutions. Et pour ça, il faut que les personnes qui s'engagent dans une formation en communication animale se rendent compte que c'est pas du jeu.
c'est que en face de soi, il y a des individus qui sont en souffrance parce qu'ils ont des difficultés avec leur animal qui représentent souvent plus que juste un animal de compagnie. Hein, c'est un animal qui est un Du membre à part foyer, de la entière. famille? C'est ça, c'est ça. Et donc, c'est important de réaliser que quoi qu'on fasse un week-end d'initiation ou qu'on se lance dans une formation plus longue, il y a une déontologie à avoir, il y a un respect de l'autre à avoir. Et celui qui consulte, celui avec qui j'entre en communication, qu'il soit humain et ou animal, je dois lui offrir le meilleur de mes compétences. Oui, il y a Parce la que manière aussi de... Parce que voilà, tu es aussi face à des situations vraiment difficiles, souffrantes, et il faut être capable de s'adresser de la bonne manière aux personnes qui sont en souffrance, enfin, qui souffrent oui, avec leur animal. D'où oui, la création de l'école de la conscience. C'est ce que tu as voulu transmettre à travers c'est ça. cette institution-là. D'accord. Alors je le transmettais déjà à titre individuel et à un moment donné, pour pouvoir aussi amener d'autres regards, d'autres compétences. C'est une école qui est certifiée du COA, qui est donc un label qualité pour les organismes de formation pour adultes, qui est un label international. Hein. Et ce label permettait aussi pour moi de faire venir des spécialistes dans leur domaine, pas que ce soit moi qui tienne les rangs de tout, mais de pouvoir, les rênes de tout, pardon, mais de pouvoir faire venir des spécialistes et des gens compétents et des experts qui viennent expliquer aux étudiants, en dehors de la technique de la communication animale, la complexité que cela révèle, puisqu'on est dans de la relation d'aide, en fait. Est-ce que l'animal, tous les animaux, il y a peut-être des différences, ont une âme? Est-ce qu'elle est individuelle? Est-ce que c'est une âme groupe? Comment est-ce qu'on peut aborder la notion d'âme chez l'animal? Alors, l'âme animale, pour moi, elle est universelle dans le sens où il n'y a pas des animaux qui ont une grande ou une petite âme, il n'y a pas des animaux qui n'ont pas d'âme. L'âme, je considère comme étant la manifestation de l'être infini que nous sommes. Et lorsque nous nous incarnons sur Terre, que nous soyons humains ou animal, en fait, c'est une partie de l'être infini que nous sommes qui s'incarne. Et cette partie de l'être infini que nous sommes, en fait, utilise un véhicule qui est l'âme, si je peux dire ça comme ça en très résumé. Et donc, pour moi, les animaux ont tous une âme. Certaines âmes se manifestent effectivement, comme tu le dis très bien, de manière peut-être plus dense, moins individualisée. Et je pense aux insectes, aux fourmis. C'est très rare si vous vous adressez à une fourmilière, à moins que vous parliez avec la reine des fourmis, que vous ayez une petite fourmi qui vous dit « Salut, je suis la fourmi 3628 ». Ça, généralement, elles ne le font pas. C'est plutôt la fourmilière qui va s'adresser à nous et ou la reine qui, elle, est individualisée dans sa perception de sa mission de reine. Mais finalement, dans ces âmes groupes, on arrive aussi à avoir énormément avec ces âmes groupes de dialogue et surtout de dialogue très très philosophique avec une autre forme d'apprentissage. Quand je dis d'apprentissage, la communication animale, c'est pas juste parler avec un animal, c'est aussi apprendre d'eux. Et j'ai la conviction que si les animaux aujourd'hui nous offrent cette possibilité d'aller les rejoindre, là où ils sont, c'est aussi pour qu'on apprenne d'eux. Et les âmes groupes sont extrêmement intéressantes parce qu'elles nous permettent d'apprendre beaucoup de choses sur aussi le fonctionnement de la Terre, les parties plus énergétiques de la Terre, des choses qui, bon, voilà, que je pourrais expliquer pendant des heures, mais auxquelles j'aime bien sensibiliser les gens parce que c'est super de parler avec un chat ou un chien, mais c'est aussi génial de parler avec une fourmilière, avec un rucher, de parler aussi avec un banc de poissons, enfin, etc., etc. Il y a beaucoup plus de soins thérapeutiques pour les animaux qui se développent, hein. Alors, comment est-ce qu'on peut travailler énergétiquement sur un animal? Est-ce qu'il a des chakras? Est-ce qu'il a le même nombre de corps énergétiques qu'un humain, par exemple? Alors, il a des corps énergétiques, je dirais, différents pour certaines parties, à part le corps éthérique, que l'humain. Dans le dernier ouvrage là, que j'ai écrit, Accompagner son animal en fin de vie, je développe un petit peu ça. Il a effectivement des chakras, comme nous, qui sont reliés à son corps éthérique. Et puis, il a différents plans
Voilà, il a différents plans en fait énergétiques et lorsque l'on va travailler en énergétique avec les animaux, il faut qu'on travaille avec la conscience que comment dire ça, la pénétration en fait du soin a une vitesse différente que celle qu'on peut rencontrer lorsqu'on fait des soins énergétiques sur les humains. Je m'explique, quand on fait des soins énergétiques, que ce soit en présence ou à distance avec un humain, on va travailler à partir de certaines couches extérieures, puis ensuite pénétrer à travers la couche éthérique jusqu'à l'intérieur du corps pour que les choses se mettent en place. Chez l'animal, il y a une vitesse de réaction qui est beaucoup plus grande que chez l'humain. Chez l'humain, il y a un décalage en règle générale qui peut aller même jusqu'à plusieurs heures entre le moment où le soin énergétique est prodigué et le moment où le soin est ressenti ou provoque des changements chez la personne. Par contre, chez l'animal, c'est vraiment instantané. Et souvent, il y a des bugs comme ça parce que les apprentis qui essayent d'utiliser les techniques de médecine énergétique humaine sur les animaux se retrouvent parfois avec des réactions dont parlent les maîtres qui sont énormes et auxquelles ils ne s'attendent pas parce qu'ils n'ont pas eu l'impression d'avoir fait quelque chose de plus fort que ce qu'ils auraient fait avec les humains. Donc, il y a des précautions à prendre. Merci. Alors Laurence nous partage, moi je magnétise mon chien qui adore. J'ai aussi trouvé un vétérinaire ostéo et acupuncteur. Donc effectivement, il y a de plus en plus de vétérinaires qui s'intéressent à l'énergétique, qui combinent énergétique et médecine allopathique, et c'est tant mieux. Et effectivement, les animaux, ils adorent être magnétisés et ils en redemandent. Et peut-être que la personne qui a posé sa question, ou plutôt son affirmation, réalise que maintenant que son animal a compris comment ça marche, eh ben, généralement, c'est lui qui prend rendez-vous. Et le rendez-vous, c'est tout de suite. Philippe nous dit, je suis praticien et j'adore travailler en Reiki avec l'animal. Exact, les effets se font sentir très rapidement. Donc confirmation. Merci Philippe Oui, pour le merci. témoignage. Alors, comment est-ce que l'animal aborde la mort ou la souffrance? Est-ce que l'humain n'est pas toujours en train de projeter peut-être notre propre conception de la mort ou de la souffrance? Comment est-ce que eux le vivent? Comment tu as pu constater ça en traduisant leur vie? Oui. Alors, de par mon métier d'infirmière et ensuite de psy, et de thérapeute, donc c'est vrai que le sujet de la mort et de l'accompagnement de la mort, c'est quelque chose qui me passionne depuis toujours et qui m'a amené d'ailleurs à rencontrer des gens extraordinaires dans mon parcours de vie. Et je me suis bien sûr intéressée à la mort chez l'animal. Ça serait compliqué pour moi de résumer en quelques mots, mais peut-être je vais donner les choses qui sont vraiment importantes à retenir. D'abord, par rapport à la mort, la conception de la mort, c'est telle que nous la concevons dans nos pays judéo-chrétiens. Parce que s'il y a aussi une histoire de culture, suivant la religion et la culture à laquelle on appartient, on n'a pas la même conception de la mort. Mais nous avons tendance, dans notre culture judéo-chrétienne, de considérer la mort comme une fin en soi. C'est la disparition du corps et certains croient qu'il y a quelque chose après, d'autres pas, mais il y a quand même une notion de fin. Pour moi, les animaux ne considèrent pas la mort comme nous l'entendons, ils considèrent plutôt ce que moi j'appelle l'après-vie, c'est-à-dire qu'ils passent d'une vie à l'autre. Donc, pour un animal, mourir, c'est pas terminer quelque chose, tout quitter, c'est pas quelque chose qui est vécu comme parfois terrible pour les humains. C'est une après-vie, c'est quelque chose d'autre. C'est comme si je traverse une pièce et je vais dans l'autre pièce. Alors, ça ne veut pas dire non plus que par rapport à cette notion, il faut, on va dire, vulgariser la mort et décider que c'est pas important et que l'animal, il n'y a aucun souci, allez hop, on peut décider de l'euthanasier comme ça. Non, la mort, c'est quelque chose qui se prépare, l'après-vie aussi chez l'animal, et il y a des étapes à respecter. Ça, c'était pour la première question. Quant à la souffrance, je différencie dans la souffrance animale, la souffrance physique de la souffrance morale. Parfois, les animaux souffrent plus moralement de ce qu'ils provoquent à cause, par exemple, de leur vieillissement, de leur état de vieillissement, de leur état de maladie, à ce qu'ils provoquent chez nous,
en termes émotionnels que réellement par rapport à une souffrance physique qui, chez l'animal, d'abord, s'exprime de manière différente que chez l'humain et se ressent aussi de manière différente. Alors là, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est-à-dire on ne laisse pas souffrir les animaux, mais la notion de souffrance, il faut vraiment la voir doublement. Et quand j'accompagne des personnes justement en fin de vie d'un animal, je vais autant m'intéresser à ce que vit la personne face à la souffrance de son animal et à son dépérissement, par exemple, si c'est de la vieillesse ou de la maladie, que ce que vit l'animal lui-même. Et on va toujours travailler à 3, c'est-à-dire avec un vétérinaire qui est dans la course, enfin même à 4, je dirais, hein, le maître, le propriétaire, le compagnon humain, l'animal, le vétérinaire et moi. Merci. Alors, j'avais entendu dire que les animaux n'ont pas de corps mental, contrairement aux humains, et qu'à travers le temps qu'on partage ensemble, en fait, ils évoluent ainsi en développant le corps mental. Ça expliquerait peut-être pourquoi ils sont plus dans l'instant et qu'ils sont pas en train de réfléchir au passé, au futur, comme nous on le ferait. Oui. Alors, je peux pas affirmer qu'ils n'ont pas de corps mental parce que c'est compliqué à pouvoir le valider. Hein, ça, c'est toujours mon petit côté scientifique. Mais je dirais que les animaux ont cette capacité de résilience parce qu'ils ne sont pas dans le bilan de ce qu'ils ont vécu, comme nous avons toujours tendance à le faire, c'est-à-dire à regarder notre passé et en disant en fonction de mon passé, alors mon avenir, mon présent et mon avenir, ça peut pas se moduler autrement. L'animal, il a cette faculté de pouvoir prendre ce qui est bon à prendre pour lui dans l'instant présent et essayer d'avoir la meilleure survie possible. Ce que je remarque quand même par rapport au corps mental, c'est que il y a quand même une grande différence entre les animaux sauvages et les animaux, alors je dirais les animaux sauvages, les animaux de rente, les animaux domestiques et les animaux de compagnie. Je fais ces 4 catégories. Si clairement, pour moi, les animaux sauvages n'ont pas développé, on va dire, de corps mental, alors les animaux, à partir du moment où ils sont en proximité avec l'homme, commencent à en développer de plus en plus. Et plus ils sont proches de nous dans notre quotidien, plus ils deviennent un membre de notre famille, plus ils ont tendance, peut-être par mimétisme, à nous ressembler. Donc, je vais arrêter, voilà. Est-ce qu'il est vrai que les animaux de compagnie, quand on les croise dans la rue, j'ai entendu dire qu'il y a quand même une corrélation entre le propriétaire et l'animal, dans le comportement, parfois même dans l'attitude physique. Et dans le physique, Qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est vrai que je le rencontre souvent. C'est même très drôle à observer comme ça. Et puis, les gens le disent. C'est-à-dire que dans mon travail d'interprète animalière, j'ai l'habitude de travailler en direct. C'est-à-dire que je reçois la photo, les gens prennent rendez-vous sur mon site, et puis ensuite, je n'ai que leur mail et leur téléphone. Et 5 minutes avant le moment du rendez-vous, je reçois la photo de l'animal. Et je commence toujours en disant aux gens, si vous êtes d'accord, ne me parlez pas de votre problématique, je vais d'abord définir votre animal et vous raconter ce qu'il me dit de lui. Ce qui me permet de ne pas faire de déduction et vraiment de faire de l'intuition. Donc quand je commence à raconter l'animal, il arrive souvent que les gens rigolent et parfois les gens me disent, mais c'est marrant parce que oui, vous avez raison, mais en même temps, quand vous me racontez ça, je me dis, il a quand même beaucoup de traits qui me ressemblent. Donc, il y a un côté miroir, effectivement, dans les animaux que nous choisissons ou qui nous choisissent. Donc, c'est une résonance quelque part. Ça se C'est fait ça. naturellement. Oui. Alors, nous avons des nouvelles questions. Alors, Peggy nous transmettait un partage par rapport à l'instant présent, justement, que finalement, c'est son animal lors de son décès qui l'a elle-même gardé dans l'instant présent. Il y a eu un échange comme ça, voilà. Valérie demande comment est-ce qu'elle pourrait calmer son chat quand elle va chez le vétérinaire. Elle ne comprend pas, elle devient extrêmement violente à tel point qu'elle ne peut pas l'ausculter. Est-ce que les fleurs de bac peuvent être utiles, par exemple, ou... Alors après, c'est peut-être du cas par cas, hein, mais... Oui, voilà, j'allais dire, je pense que ce qui serait très intéressant, c'est de pouvoir comprendre ce qui se passe et quels sont les mécanismes qui sont mis en place. Parce que probablement
qu'à un moment donné, la rencontre avec le vétérinaire s'est mal passée, ce qui a certainement heurté sa propriétaire, hein, et puis qui lui fait maintenant appréhender les prochaines visites vétérinaires. Et il faut savoir que nos animaux, c'est comme les enfants, ils sont branchés sur nous tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Vous avez d'ailleurs certainement remarqué, si vous réfléchissez parce que vous êtes en train de travailler à votre bureau, il fait beau dehors et vous vous dites, tiens, bah, finalement, je ne vais pas aller promener mon chien à 16 heures, hein, admettons qu'il est 15 heures, je vais aller le promener maintenant. Eh ben, vous avez déjà remarqué que votre chien qui dormait profondément, voire qui ronflait sous votre bureau, tout d'un coup s'étire, bâille, et puis dit, ah bah oui, alors moi, ça va très bien de partir maintenant. Et vous ne vous êtes pas exprimé à haute voix. Donc, il faut comprendre que les animaux sont branchés sur nous et que nos appréhensions, en fait, ils les ressentent. Mais ils les interprètent pas toujours de la bonne manière. Donc, l'angoisse probablement maintenant est légitime, hein, de se dire, oulala, comment ça va se passer chez le vétérinaire, fait que ça déclenche déjà, avant même d'avoir commencé, de l'angoisse chez le chat. Alors peut-être les fleurs de Bach, c'est utile pour les deux, c'est-à-dire et pour la propriétaire et pour le chat. Merci Fabienne. Alors, Madame Delassus demande, dans un abattoir ou sur un champ de chasse, l'animal qui fait face à sa mort, qui approche dans quelques secondes, est-ce qu'il la ressent? Est-ce qu'il perçoit à travers le regard qu'il échange avec le chasseur qu'il va mourir? Qu'est-ce qu'il vit dans les derniers instants avant, notamment l'abattoir, oui, c'est encore plus évident. Alors, je pense que l'abattoir et la chasse, c'est deux choses différentes dans la compréhension de ce qui se passe pour l'animal. Après, moi, je n'ai jamais été sur des scènes de chasse où j'ai vu un animal se faire tirer, donc je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là. J'ai eu conversé avec des animaux décédés de la chasse. Ce que je sais, c'est qu'il y a un stress énorme parce que l'animal, comme l'humain, mais l'animal l'a développé beaucoup plus que l'humain, est programmé pour lutter contre sa survie, pour sa survie, pardon. Et en fait, lorsqu'il est confronté à un chasseur, alors je suis pas sûre qu'il regarde le chasseur dans les yeux, que le chasseur le regarde aussi, mais souvent il y a des battues, il y a un stress, il y a une course qui a été mise en place, il y a une atmosphère dans la forêt. Là où j'habite ces derniers temps, il y a pas mal de chasseurs et ça crée en fait quelque chose, une effervescence et donc un stress pour les animaux. Et je suis pas sûre qu'ils réfléchissent à l'idée de mourir de nouveau, mais ils savent qu'en tout cas, ils sont en extrême danger et que pour les animaux d'abattoir, bah, ils n'ont pas les moyens de lutter là contre. Et pour les animaux de chasse, bah, ils ont encore la possibilité de fuir. Merci. Est-ce qu'on peut rendre notre animal, enfin, est-ce qu'il peut partager notre maladie comme notre guérison, notre animal de compagnie? J'ai un exemple proche dans mon entourage où j'ai quelqu'un qui devait se faire opérer et finalement le chien a développé une opération du même endroit 4 jours avant l'opération prévue pour la personne. Alors, je pense par mimétisme, il y a dans cette relation de miroir aussi, hein, il y a effectivement, on remarque souvent des pathologies à la fois chez l'humain et chez l'animal. Parfois, on remarque aussi des pathologies chez l'animal qui vont déclencher des réactions chez l'humain ou des changements de comportement ou des prises de conscience. Alors de là à conclure que les animaux sont malades à cause des humains ou pour les humains, je ne ferai pas ce saut-là. Mais les vétérinaires, en tout cas, rapportent qu'il arrive fréquemment que le maître et l'animal aient des pathologies similaires ou compréhensibles, enfin, disons, comparables plutôt. Maintenant, comment comprendre tout ça? J'ai envie de dire, c'est vraiment au cas par cas. C'est une des choses que je travaille dans l'accompagnement parce que c'est aussi important en termes de culpabilité pour les humains de pouvoir comprendre et entendre leur animal sur son chemin de vie, son parcours. Mais les animaux ne sont pas réduits à devoir être malades comme leurs humains. Ils ont aussi leur chemin de vie propre. Mais ça arrive parfois qu'ils aient des chemins parallèles, c'est vrai. Est-ce qu'il y a un danger quelque part à les personnifier, à par exemple considérer un animal de compagnie comme un enfant ou
Est-ce que ça peut leur être préjudiciable? Ou, bon, c'est de l'amour, hein, mais par rapport au cas que tu as étudié. Alors, c'est une des choses auxquelles je rends attentif mes élèves à l'école, parce que quand on commence la communication animale, c'est tellement extraordinaire de pouvoir accéder à la pensée, aux émotions en fait de l'animal, à sa conscience, que très rapidement on va faire des comparaisons avec ce que nous vivons nous en tant qu'êtres humains. Le problème, c'est jusqu'où s'arrête cette comparaison. C'est-à-dire que l'animal a vraiment besoin de garder sa place et ses besoins d'animaux, et c'est peut-être là où parfois il y a des glissements avec nos animaux de compagnie. Je vous explique. Moi, mes équidés, j'ai des ânes, ils rêveraient de venir dormir dans ma chambre à coucher, mais en fait, c'est pas la place. C'est pas la place pour un âne. Ou à l'époque pour mes chevaux. Un âne, bah, ça vit dans une écurie avec de la paille, etc. Donc non, même si je t'aime profondément, ben il y a des limites et tu vas pas venir dans ma chambre à coucher. Et donc, tu dors dans l'écurie 1 fois par semaine. C'est ça. Alors, alors, tu sais, c'est pas si faux que ça, mais à une époque, surtout à une époque où on avait souvent des petits, maintenant nos ânesses sont âgées, mais effectivement, je veillais. Mais là, c'était plus par souci que tout se passe bien, notamment dans les mises bas. Mais à part ça, je pense que c'est là où le glissement est possible et où ça amène des troubles de comportement chez l'animal. C'est lorsque j'oublie, parce que j'aime tellement, que je veux tout donner à mon animal. Et au fait, ce que mon animal a le plus besoin, c'est aussi d'un cadre. Parce que si l'animal est anthropomorphisé, je ne sais pas si on dit ça comme ça, c'est-à-dire si l'animal devient un petit humain, alors il n'est pas très confortable dans sa condition d'animal. Et c'est là qu'il va développer des troubles de comportement. En parlant de troubles du comportement, alors je vous préviens, on ne pourra pas étudier tous les cas, hein, Non. et bon, on verra les cas très particuliers sur la fin si on a le temps, mais il y a par exemple des cas de chats malpropres alors qu'il n'y a pas eu de déménagement récent, ou des chiens qui mangent les excréments, les siens, ceux des autres. Est-ce que tu as peut-être une explication à apporter aujourd'hui à ces comportements pathologiques? Alors, je pense déjà que la communication animale n'explique pas tout. Il ne faut pas non plus que ça devienne le truc miracle où on va tout expliquer. Je pense que la communication animale, sa place, c'est une place parmi d'autres places comme acteur autour du monde animal. Mais ça n'explique pas tout et c'est peut-être des fois l'engouement, hein, parce qu'il y a un grand engouement depuis quelques années autour de la communication animale intuitive, c'est peut-être des fois de vouloir tout expliquer avec une chose. Non, la communication animale, c'est écouter le point de vue de l'animal, mais l'animal, il n'est pas au courant de tout, pas plus que vous le seriez par rapport à vos propres problématiques. Donc, dans les troubles du comportement, comme par exemple l'animal qui va consommer des excréments, ou l'animal qui va faire pipi partout, la première réponse, ça doit être une réponse vétérinaire. Parce que l'animal est avant tout un être incarné dans un corps physique et lorsqu'il a des troubles du comportement, il faut s'inquiéter à qu'est-ce qui se passe au niveau physique avant d'aller s'occuper du psy. Parce que sinon, on risque de passer à côté de souffrances que l'animal exprime par des comportements, mais que nous n'entendons pas parce que, de nouveau par anthropomorphisme, en fait, on fait des suppositions. Hein, genre, le chat qui fait pipi à côté de sa litière, c'est forcément qu'il a quelque chose à me dire. Mais simplement, le chat, il ne va pas vous envoyer un fax ou un mail pour vous dire qu'il a une cystite. Il va essayer de manifester, ça c'est l'intelligence du chat, il va essayer de manifester par un changement de comportement qu'il y a un problème. Et c'est dommage parce que cette tendance à psychologiser un peu trop les choses va parfois faire perdre du temps et donc augmenter la souffrance de l'animal parce qu'on se dit oui, alors qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc, première chose à faire, c'est vraiment d'évaluer avec un vétérinaire et je dirais que dans 80% des cas, les problèmes de malpropreté sont des problèmes qui sont pas d'ordre psychique, mais qui sont d'ordre physique. Et dernièrement, on a des conférences mensuelles à l'École de la conscience qui sont données par des vétérinaires, ouverts à tout le monde. Et la dernière conférence était justement sur les problèmes urinaires et rénaux chez le chat.
Et la vétérinaire qui intervenait confirmait ça. Même chose par rapport au chien qui mange ses crottes. Est-ce que c'est un trouble du comportement ou est-ce qu'il y a d'autres choses physiques qui font que l'animal va chercher des substances qu'il n'aurait pas en suffisance à l'intérieur de son organisme? Il faut vraiment lever la problématique physique avant de psychoter sur une problématique éventuelle. Et c'est la psy que je suis qui dit ça. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il y a une mission de vie de l'âme animale? Alors, est-ce qu'ils ont un rôle prédéterminé? Par exemple, un animal qui va vivre en forêt ou celui qui va être adopté dans un foyer? Qu'est-ce que tu as pu constater par rapport à ça? Alors, je constate la même chose que pour les humains, c'est-à-dire que les animaux viennent de différentes familles d'âmes et que à travers cela, ils viennent évoluer, apprendre des choses, si on peut dire ça simplement, à travers des situations précises, qu'elles soient en tant qu'animal sauvage ou que ce soit en tant qu'animal domestique, en tant que chat, chien, cheval, voilà, suivant l'espèce qu'ils ont choisie. Ils ont parfois des missions qui sont directement liées à nous, humains. Et ça, je pense que quand je vous explique ces choses-là, vous allez tout de suite comprendre par rapport aux animaux que vous avez déjà accompagnés et qui ont occupé du temps dans votre vie. Il y a des animaux qui sont vraiment là pour nous. Et ces animaux-là, quand on les perd, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. C'est comme si une partie de nous s'en allait. Parce que c'est ce que j'appelle les animaux traversants, c'est-à-dire les animaux qui passent d'une vie à l'autre, qui sont aussi avec nous dans l'entre-vie, c'est-à-dire ce que nous faisons entre deux incarnations. Et ces êtres-là, ils partent avec un bout de notre cœur. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les autres animaux qu'on a eus, mais ceux-là particulièrement, c'est difficile et douloureux. C'est des animaux qui sont vraiment là pour nous accompagner. C'est un peu nos anges gardiens. C'est un peu les petits anges gardiens qu'on voit dans le film Le Monde Fantastique et la Boussole Dorée. Je ne sais jamais comment s'appelle ce film-là avec Nicole Kidman où les enfants ont un petit animal gardien. Ben, c'est un peu ça. Et puis, il y a des animaux où nous sommes là dans notre vie pour les aider, pour probablement les aider dans leur évolution en tant qu'âme, pour aussi les aider à accepter leur incarnation, pour probablement réparer aussi des choses liées à d'autres vies antérieures ou espace-temps, hein, suivant le terme que vous souhaitez utiliser, d'autres choses que nous avons eu l'occasion de faire ou pas avec eux ou avec des animaux de la même espèce. Donc, chaque situation est particulière à nouveau, mais les deux sont possibles, l'animal pour nous et aussi nous pour l'animal. Merci. Alors, comment est-ce qu'on peut accompagner un animal en fin de vie? Est-ce qu'il y a, je sais que tu parles aussi de certains rituels dans ton livre. Bon, alors, il y aura toujours des précisions par rapport à différents cas de figure, mais voilà, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, est-ce que tu pourrais déjà nous transmettre quelques conseils, peut-être des choses auxquelles on n'aurait pas pensé? Alors, il y a différents stades, surtout dans l'accompagnement de la fin de vie. J'ai distingué 4 étapes différentes et à chaque étape, en fait, il y a des choses que l'on peut faire suivant l'espèce animale. Là, je parle des fins de vie qui sont liées soit à des maladies chroniques hein, qui évoluent ou soit au vieillissement. Donc des choses qui vont se passer petit à petit et qui vont me permettre, moi, en tant qu'humain, de m'adapter au changement de vie de l'animal parce que l'animal lui-même va s'y adapter. Une fois qu'on arrive à l'extrême fin de vie, c'est-à-dire dans les derniers moments avant le décès, ça peut être par exemple dans le cadre d'une euthanasie hein, qui a été programmée, à ce moment-là, c'est important de pouvoir soi-même se préparer autant que l'animal, et c'est là que peut intervenir l'interprète animalier, et de pouvoir notamment à travers le fait d'allumer une bougie avant d'aller chez le vétérinaire si c'est une euthanasie programmée ou d'accueillir le vétérinaire chez soi, de pouvoir déjà se préparer et se mettre dans une ambiance, j'ai envie de dire, d'intériorisation. Il faut que les derniers instants avant la mort, ça soit des instants qui soient suspendus dans le temps et où
nos emplois du temps est frénétique, etc. Voilà, on se donne un espace, le temps s'arrête et on est juste dans le moment présent au rythme de l'animal parce que le rythme va baisser progressivement, le rythme de la respiration entre autres, mais aussi tout le rythme de l'animal parce que l'animal sait qu'en fait, si l'euthanasie a été programmée et qu'on lui en a parlé, bien sûr, il sait qu'effectivement, il va quitter la Terre bientôt et il s'y prépare. C'est aussi important dans ces moments-là de pouvoir permettre à l'animal de dire au revoir à la Terre. Parce que lorsque l'animal est conscient progressivement, parce qu'il s'est vu vieillir, par exemple, ou que la maladie a évolué, qu'il va quitter en fait le plan terrestre, qu'à un moment donné, son corps le lâche. Les chats, par exemple, font beaucoup d'allers-retours dedans et dehors de leur corps à la fin de leur vie. C'est des spécialistes de l'âme qui rentre et qui sort et de la dissociation. En fait, c'est important de pouvoir leur permettre de dire au revoir au vent, à l'air, à la terre, à la pluie, au soleil, à tout ce qui nous entoure parce qu'ils ont cette conscience que tout ce qui nous entoure est vivant et que nous sommes en lien en fait et qu'il n'y a pas de catégories, que ce soit avec les esprits de la nature, que ce soit avec le monde végétal, avec le monde minéral et le monde animal, tout ça ne fait qu'un. C'est juste les humains qui ont un petit peu oublié qu'on faisait partie du tout. Mais eux sont vraiment conscients de ça et ils ont besoin de dire au revoir. Donc, si vous pouvez offrir à votre animal, je ne sais pas, par exemple, une dernière promenade, ça m'arrive de dire aux gens, bah écoutez, voilà, votre chien, il marche plus, il a tellement d'arthrose que c'est plus possible. Mais si vous pouviez l'emmener en voiture, et souvent le chien me raconte à quel endroit il aimerait aller, et juste d'ouvrir le coffre, et puis de lui permettre de respirer l'air du chemin forestier où il aimait bien aller, par exemple, ou du bord du lac. Si vous pouvez faire une petite balade avec votre cheval, le sortir de son box, et si vous pouvez ouvrir le balcon pour votre chat, même s'il peut plus, par exemple, sortir. Toutes ces choses-là, en fait, il y a plein de petits exemples qui vont préparer l'âme à quitter la terre parce qu'elle aura eu le temps de dire au revoir. Ça, c'est important. Alors, quand tu dis que le temps s'est arrêté, moi, je l'ai vraiment vécu en euthanasiant mon chat. C'était pas vraiment prévu, mais disons que le matin même, je m'y suis résolue. Et en revenant du vétérinaire, mon horloge était arrêtée alors que j'avais changé la pile. Je venais d'emménager, j'avais changé la pile. Elle s'était vraiment arrêtée. Je crois qu'après, dans les jours qui ont suivi, l'aiguille est carrément tombée. Donc là, c'est c'est clair et net. Mais ça me permet de rebondir, c'est pas drôle, hein, mais bon, ça me permet de rebondir sur la question de Caroline au tout début de la conférence. Justement, pourquoi ces animaux s'éloignent lorsqu'ils vont mourir? Est-ce qu'il faut les laisser ou pas? Alors, j'ai envie de dire, Caroline, c'est comme les humains. Je crois qu'il n'y a pas de mort standard hein, chez l'animal, pas plus qu'il y a de mort standard pour les humains. Il y a des humains qui meurent entourés, et puis il y a des humains qui avaient toute leur famille autour d'eux, et la famille s'en va. Alors je l'ai vécu comme infirmière. La famille quitte la chambre pour aller à la cafétéria boire quelque chose, puis ça fait plusieurs heures qu'ils sont là, et à peine ils sont partis que la personne décède. Je crois que c'est aussi un choix. Il y a des animaux qui ont besoin d'être entourés par nous et qui d'ailleurs vont exprimer, si c'est possible, de pouvoir décéder à la maison. Il y a des animaux où c'est moins important pour eux et qui disent mais pour moi c'est ok d'aller chez le vétérinaire. Et il y a des vétérinaires qui ont de plus en plus conscience de la nécessité aussi de créer un lieu un peu sacré à l'intérieur du cabinet pour pouvoir euthanasier un animal. Je pense à une amie vétérinaire qui assombrit la pièce, allume une bougie, met un peu d'encens, d'huile essentielle, met une musique douce et puis ensuite laisse les gens avec le corps de l'animal. Et ça, c'est extraordinaire et elle fait un travail vraiment énorme pour le processus de deuil dans lequel nous entrons de toute façon, quelle que soit notre préparation, on ne fait pas l'économie de la douleur et de la perte de son animal. Mais après, je comprends, Caroline, que quand on chérit un animal, on n'a pas envie de se dire mais il va mourir tout seul sous le cabanon, c'est terrible. Mais si tel est son choix, alors il faut pouvoir le respecter. En tout cas, telle est ma manière de voir les choses. Après, je ne dis pas que j'ai la vérité. Et puis, l'impression aussi pour moi que lorsqu'un animal s'éloigne, parfois aussi il le fait pour nous protéger, nous,
de ces derniers instants. On peut aussi expliquer à l'animal que c'est important de voir son corps décéder. Parce que c'est vrai que si votre animal s'en va puis qu'il ne revient pas, même s'il était malade, vous aurez toujours le doute de savoir si est-ce qu'il a agonisé longtemps dans un coin, est-ce qu'il est vraiment décédé. Donc ça, on peut l'expliquer aux animaux. Il y a des animaux qui reviennent et qui disent OK. Pour le dernier souffle. Oui, c'est ça. Et qui viennent rendre leur dernier souffle à la maison. Quelle est l'importance de verbaliser tout ce qui se passe, par exemple, que ce soit pour un changement de vie ou bien si on a un animal qui est en train de mourir et qu'on en a d'autres? Est-ce que tu as remarqué que c'est vraiment utile, c'est compréhensible pour un animal il le perçoit comment? Par une vibration, par une émotion ou... Tu parles par rapport à la mort surtout? Oui, mais même par exemple si on doit déménager ou si on doit... Voilà, tout changement quelque part. Alors, tout changement nécessite une explication. Alors, si je prends l'idée du déménagement, c'est pas parce que vous faites des cartons et que vous êtes sûr que vous allez emmener Médor ou Mistigris avec vous, puisque ça fait pas un pli, hein, vous êtes certain que vous n'allez pas le laisser dans la maison. Eh ben, votre chien ou votre chat, lui, il sait pas ça. Donc, il faut lui expliquer que oui, certes, vous faites des cartons, mais vous allez l'emmener. Et ce que vous pouvez faire aussi et qui marche très bien, vous n'avez pas besoin de faire des cours de communication animale pour ça, c'est que par exemple, si vous allez déménager dans une nouvelle maison, lorsque vous êtes dans cette nouvelle maison, visualisez votre animal en train de, je sais pas, monter, descendre des escaliers, visualisez où se trouve son panier, où vous allez l'installer, où vous allez mettre son arbre à chat, etc., sa cage, hein, si c'est un oiseau, son aquarium, si c'est des poissons. Visualisez tout ça parce que lorsque vous êtes dans l'émotionnel, lorsque vous êtes dans la pensée et que vous vous reliez de cœur à cœur avec votre animal, lui, c'est comme s'il était à la télé, il voit ce que vous voyez. Donc, un peu comme l'interprète animalier voit ce qui se passe chez l'animal, ben, l'inverse, c'est aussi possible. Donc, il suffit juste de visualiser où vous allez installer votre animal dans la nouvelle maison où vous allez déménager, ou appartement, hein, peu importe. Et là, vous allez voir que l'anxiété de votre animal baisse tout de suite, voire même qu'au moment où il rentrera dans la maison, et ça, j'en ai des exemples, eh ben, il n'est jamais allé dans cet appartement, dans cette maison, mais il file tout droit à l'endroit où vous avez installé son panier, ou si vous n'avez pas encore installé, à l'endroit où vous pensiez l'installer. Et c'est la preuve, en fait, qu'il est toujours connecté à nous. Quant au fait de parler et d'exprimer les choses aux animaux, c'est aussi important par rapport à la mort. Si tu permets, Estelle, de parler de ça, parce que pour moi, c'est fondamental. L'animal, pas plus que l'humain, n'a conscience forcément qu'il est mort. J'aime bien dire la phrase qu'utilise Patrick Burensteinas, que tu connais bien. Il dit la mort, c'est un rêve dont on ne revient pas. Et en fait, c'est pas parce que l'animal est décédé, que vous avez organisé son euthanasie ou qu'il est décédé chez vous, qu'il sait qu'il est mort. Et encore moins lorsqu'il a été heurté par une voiture, lorsqu'il est décédé accidentellement ou sur une table d'opération. Donc c'est important de dire aux animaux qu'ils sont décédés. Parce que souvent, le mal-être que je rencontre chez les gens qui m'appellent après le décès d'un animal, que ce soit dans des circonstances dramatiques ou des circonstances plus normales, entre guillemets, par rapport au vieillissement, souvent c'est lié au fait que l'animal, lui, il est toujours là. Donc, moi, je raconte où se trouve l'âme animale et elle est souvent à côté du corps, là où il se trouvait au moment du décès. Même si ce corps, par la suite, a déjà été incinéré ou enterré, etc. Parce qu'il y a un arrêt sur image, on est dans un autre espace-temps, et en fait, l'âme animale reste au-dessus du corps en disant, bon, ben voilà, je vais attendre que pouvoir revenir dedans. Donc, c'est important de pouvoir signaler à l'animal qu'il est décédé, et aussi aux autres animaux qui habitent à la maison. C'est pas parce que vous êtes parti avec votre chien ou votre chat chez le vétérinaire dans l'idée que vous alliez l'euthanasier puisque c'était programmé, que les autres animaux qui restent à la maison sont au courant. C'est faux de croire que les animaux savent des choses, surtout les animaux domestiques qui se sont humanisés. Ils savent pas plus que les humains. Donc il faut leur dire des choses. Pendant combien de temps est-ce qu'on peut contacter l'âme de notre animal après le décès? Est-ce que, par exemple, s'il y a eu un accident ou alors on n'a pas eu le temps de le préparer à son propre départ, est-ce qu'on peut
comment dire, dénouer, travailler notre lien pour terminer cette relation dans l'harmonie après sa mort. Et Oui. pendant combien de temps? Alors, il n'y a pas de date, il n'y a pas de délai. En fait, il est possible, c'est jamais trop tard, c'est ça que j'ai envie de faire passer comme message. À tout moment, on peut boucler la boucle, dire au revoir à son animal si on n'a pas eu l'occasion, comme tu dis, de le faire, par exemple dans des circonstances accidentelles, ou lorsque parfois notre animal décède alors qu'on était parti à l'étranger ou qu'on s'était absenté. On peut le faire tout le temps et à n'importe quel moment, parce que l'on va contacter la partie de l'être infini qu'est l'animal qui s'est incarné à ce moment-là. J'aime bien dire souvent que lorsque nous mourons, en fait, c'est notre dossier qui se classe à quelque part. Alors certains appellent ça les annales akashiques, on peut appeler ça de différentes manières, mais disons au niveau de la conscience universelle, voilà, il y a un dossier Estelle qui un jour sera classé pour ouvrir un autre dossier, un dossier Fabienne Maillefer qui sera aussi un jour classé le jour où je mourrai pour ouvrir un autre dossier. Puis il y a plein d'autres dossiers qui existent et qui sont reliés à l'être infini que chacun de nous est. Et ben pour les animaux, c'est aussi ça. Ça veut dire que je peux même contacter une âme animale décédée alors qu'elle s'est réincarnée. Parce que je vais contacter l'âme animale incarnée à un instant T, à un moment donné, et je vais contacter cette partie-là de l'âme animale. Et je peux y accéder grâce au contact avec l'être infini qui est l'animal. Je ne sais pas si c'est très clair dit comme ça, parce que j'y consacre quand même plusieurs heures de formation là-dessus, sur les familles d'âmes animales pour expliquer cette logique-là. Alors justement, tu enseignes toutes ces pratiques dans une école, hein, donc c'est sûr qu'on va pas pouvoir donner un protocole en quelques minutes. Néanmoins, j'ai quand même plusieurs questions. Voilà, comment on peut faire à notre humble niveau si on veut développer un contact intuitif avec notre animal, qu'il soit vivant ou bien décédé? Et il y avait aussi une personne qui disait avoir eu ce lien naturellement, comme toi, mais avec le temps, en devenant adulte, eh bien, il est comme coupé. Comment est-ce que elle peut le retrouver, si c'est possible? Alors, en développant son intuition, simplement parce que toutes ces facultés, qu'elles soient médiumniques, qu'elles soient en communication animale intuitive, en radiesthésie, en magnétisme, toutes ces choses-là, en fait, travaillent à partir de nos compétences intuitives. Et puis, ce que j'ai voulu à l'école de la conscience, c'est permettre aux gens à la fois d'apprendre de manière autodidacte. Donc, sur le site, vous avez des mini-formations qui sont gratuites, devenir plus intuitif en 7 jours chrono. Vous avez une autre formation, communiquer avec son propre animal, pour permettre aux gens d'avoir des outils et de se débrouiller tout seul, parce qu'il n'y a pas de raison. Donc, je vous invite largement à vous y rendre et à profiter de ces outils et à tester. Et puis, il y a des cours plus classiques pour des personnes qui, après avoir testé ces outils, se disent « Ah ben moi, j'aimerais bien avoir un petit plus ou apprendre plus ou développer plus ». Mais il y a plein de techniques qui vous sont offertes et je profite pour annoncer mon prochain livre qui paraît chez Jouvence ce mois, la fin de ce mois, et qui s'appelle Parler avec le vivant avec l'intuition, à travers l'intuition. Et ce livre-là, ça sera aussi un livre d'exemples pratiques, d'exercices. Vous aurez des réponses, vous pourrez apprendre, parce que j'ai vraiment soif que vous puissiez développer vos compétences intuitives, non seulement pour être en contact avec le monde animal, mais aussi pour être en contact différemment avec tout ce qui vous entoure, y compris les humains. Merci. Alors, tu as aussi un nouveau jeu de cartes. Moi, je vais montrer quand même celui que j'ai déjà. Voilà. Et j'avoue qu'il est à la fois bien illustré et les explications sont très intéressantes, hein. C'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas bateau. On voit qu'il y a du travail et c'est bien inspiré. Carte chamanique pour guérir et grandir. Voilà. Oui. Alors, tu as sorti un nouveau jeu spécifique pour les chats? Voilà, c'est ça. C'était Pour pour comprendre leurs messages, pour ressentir intuitivement les messages de votre chat. Alors, j'ai travaillé avec la même illustratrice, qui est Aline Code, qui est entre autres aussi enseignante à l'école de la conscience et qui a fait, je ne sais pas si on voit, des merveilleuses planches de dessin. Voilà, en voici une par exemple. Je vous en montre comme ça. C'est l'instant. Voilà, c'est à partir de chats qui ont été, qui existent encore ou qui sont décédés. Elle a écrit plein de petits mots, je ne sais pas si on voit, dans les moustaches.
Et tout ça, ça va inspirer en fait des poèmes méditatifs qui vont vous permettre, par exemple, de prendre du temps pour lire simplement une fois par jour à haute voix ou à voix basse un poème et réaliser comment il s'impacte sur vous. Donc, comme pour les messages des alliés de la nature, celui que tu as montré, en fait, on a travaillé de la même manière avec Aline, c'est-à-dire qu'on réalise, enfin, elle réalise des dessins éphémères. On y met une empreinte énergétique, on fait de l'alchimie en fait, et tous ces dessins sont programmés, voilà, pour vous permettre de ressentir des choses et aussi d'aller travailler certaines choses en vous. Oui, bah d'ailleurs, il y a la salamandre. Hein. Voilà, Tous les exactement. animaux y sont. Hein, voilà, voyez. Oui. Elles sont très belles. Et donc, je pensais pour les chats, quelque part, les poèmes, c'est vraiment une manière de mettre un pied dans leur monde. C'est comme pour s'imprégner de leur manière d'être, hein, Complètement. pour favoriser la communication, quoi. Alors, c'est vraiment ça. Et puis, j'ai créé aussi un petit plus, un bonus dans le livret. Attends, il faut que je trouve le livret. Voilà. Dans le livret, en fait, vous avez un bonus avec des contes. En fait, il y a 3 contes qui racontent les aventures fantastiques. Et vous verrez, c'est des contes initiatiques des chats et de différents chats qui sont présentés en photo et qui m'ont inspiré ces contes. Donc voilà. Merci. D'ailleurs, je vous invite à voir, parce que tous les lundis, je fais un tirage de cartes sur Instagram. J'en parle un peu sur le Facebook de Soneva. Et donc, cette semaine, vous pouvez aller voir quel est le message des animaux des cartes de Fabienne Maillefer qui s'adresse à vous pour cette semaine. Voilà. Merci. Je propose de terminer cette rencontre parce qu'on arrive au bout sur une question qui a été soulevée sur, alors je ne sais pas si tu veux aborder ce sujet ou pas, mais justement, le fait de manger des animaux. Qu'est-ce que tu as à dire sur ce sujet? Alors, c'est un sujet sur lequel j'ai choisi de parler avec mes élèves pour qu'on ait un vrai échange là-dessus. Je trouve que ça serait un sujet, d'abord c'est souvent un sujet polémique et moi je veux pas entrer là-dedans parce que je pense que c'est plus complexe que simplement dire je suis pour ou contre de manger des animaux. J'aimerais simplement dire que pour moi le problème principal lié à l'élevage, c'est l'élevage intensif. Et que pour moi, clairement, c'est quelque chose qui est inacceptable. Qu'on soit végétarien, vegan, je sais pas comment on dit, flexitarien ou mangeur de viande, de toute façon, ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde n'est pas digne de notre évolution humaine, de notre intelligence, si je peux dire ça comme ça, parce que maintenant que nous savons que les animaux ont une âme, que les animaux ont des ressentis, qu'il y a des milliers d'exemples sur Terre, parce que il y a plein de communicateurs animaliers, il y a plein d'interprètes animaliers, il y a beaucoup de témoignages. Pour moi, c'est indigne de notre condition humaine d'accepter aujourd'hui encore dans nos pays dits civilisés qu'on fasse de l'élevage intensif. Et voilà, ça c'est la seule chose sur laquelle je me positionnerai. Après, oui ou non, c'est plus complexe, mais ça fait l'objet de conversations et d'échanges que j'ai volontiers avec mes élèves, mais que j'aurais pas ce soir ici pour pas tomber dans la polémique. Mais voilà. C'est plutôt les conditions du traitement de l'animal durant son temps de vie. Aujourd'hui, c'est pour moi inacceptable qu'il y ait encore des élevages en batterie, des élevages intensifs, et que les animaux ne soient pas respectés dans leurs besoins, en fait. Mhm. Ouais. Et je parle même pas du transport, enfin voilà, de tout ça. Il y a vraiment un grand progrès à faire de ce côté-là et une nécessité. De toute façon, je crois qu'on l'a vu, au risque que ça nous revienne en boomerang, en fait. Et merci. Et qu'en est-il de la réincarnation animale? Est-ce qu'ils se réincarnent en animaux, en humains? Alors, pour moi,
là encore, je ne vais pas entrer dans une polémique, mais pour moi, de l'expérience que j'ai de milliers d'animaux avec lesquels j'ai pu converser, aucun animal ne m'a jamais dit qu'il allait se réincarner dans un humain. D'ailleurs, si on pose la question à un animal s'il aurait envie de se réincarner en humain, généralement il répond non, mais vous êtes beaucoup trop compliqué. Donc voilà. Maintenant, pour moi, les animaux se réincarnent souvent dans le règne animal, mais sous différentes espèces, sous différentes formes. Donc, ils peuvent autant se réincarner, être, je ne sais pas, un animal domestique et redevenir un animal sauvage pour une vie d'après, devenir un chat, et puis ensuite, je ne sais pas, un lion, une gazelle, une vache. Donc là, ils ont le choix des différentes enveloppes, pyjama génétiques dans lesquelles ils vont s'incarner pour faire des expériences. J'ai aussi témoigné dans mes 2 ouvrages d'humains décédés qui utilisaient en fait le canal animal pour exprimer des choses à des humains vivants, soit par l'intermédiaire d'un communicateur animalier, soit simplement par le contact. Je raconte l'histoire, pour faire bref, d'une de mes ânesses qui est décédée d'ailleurs il y a un peu plus d'1 an, et qui, la première fois que je l'ai rencontrée, j'ai vraiment eu l'impression d'être en contact avec ma grand-mère décédée alors que j'avais 13 ans. Donc cette année, je l'ai rencontrée, j'avais une quarantaine d'années. Et ça m'a fait un truc pas possible. Et ma maman, donc, qui était la fille de ma grand-mère, la première fois qu'elle est venue la rencontrer, je lui ai rien dit du tout. Elle m'a dit ta nouvelle âne, etc. Alors cette année, je l'avais récupérée de l'abattoir en fait. Et, euh, et elle est allée vers cette ânesse, elle l'a entourée de ses bras et elle a dit oh, on dirait grand-maman. Et pour moi, très clairement, c'est une histoire, c'est cette manière, alors j'aime à croire, peut-être que c'est pas vrai et à quelque part, je m'en fiche. Ce qui m'a fait du bien, c'était de me dire que à travers mon ânesse, ben, j'avais un clin d'œil de ma grand-mère qui est à l'origine aussi de toutes les facultés que j'ai, parce que j'en ai pas parlé, mais ça a sauté une génération, mais ma grand-maman avait ces facultés intuitives. Et les âmes humaines peuvent passer à travers des animaux pour faire passer des messages? Oui, moi ça, je l'ai vu à plusieurs reprises, oui. Oui. C'est fort. Ce qui est un peu différent de dire que mon grand-père est réincarné dans mon chat, par exemple. Hein. Ça, pour moi, c'est pas de l'ordre de l'entendable. Alors ça, c'est la psy qui parle, parce que je me dis, mais le jour où je dois euthanasier mon chat, je fais quoi? Je tue mon grand-père? Enfin, vous voyez, il y a un truc comme ça qui pour moi, colle pas. Mais par contre, que un membre de ma famille défunt puisse, à travers l'animal, me faire passer un message, ça oui. Comme canal, en fait. Comme il y a des channels humains, bah, il y a des channels animaux. Est-ce qu'il est utile de faire appel à un passeur d'âme pour notre animal qui meurt, ou bien est-ce qu'ils ont vraiment beaucoup plus de facilité que les humains à aller dans la lumière, comme on dit? Oui, les animaux, en fait, ont des âmes légères. Ils sont pas englués, encollés par Le nos mental? histoires de vie, le mental, la culpabilité, les trucs qu'on aurait dû faire, pas faire, etc., les regrets. Donc, c'est vraiment des âmes légères, un peu comme des petites plumes, voilà, qui s'envolent. La plupart du temps, les animaux, quand ils passent pas, comme on dit, passent pas volontairement, c'est-à-dire qu'ils restent auprès de l'humain qui était leur humain, parce que l'humain est tellement triste et c'est tellement insupportable l'idée de ne plus avoir le contact et la sensation de proximité avec son animal, que tant que l'animal ne suit pas son évolution en tant qu'âme, il a encore des connexions terrestres et il peut utiliser en fait des énergies terrestres pour se manifester. C'est ce qu'on rencontre dans les 3 premiers jours après le décès, souvent, de l'animal, où il y a beaucoup de témoignages de gens qui disent mais j'ai entendu qui lapait son bol, ou bien la nuit je l'ai entendu miauler. Nous avec mon mari on a entendu le lendemain soir du décès de notre chienne, on a entendu aboyer dans le couloir, j'habite une ferme, hein, dans le couloir de la ferme où elle aimait bien se tenir parce qu'elle surveillait l'entrée, et on était à table et on a sursauté les deux et on a vraiment entendu ça, tout en sachant qu'elle était décédée, puisqu'elle était décédée dans nos bras. Donc voilà. Et cette proximité avec le plan terrestre permet à l'animal d'utiliser l'énergie environnante, y compris la nôtre d'ailleurs, pour se manifester. Et c'est souvent pour cette raison-là que les âmes ne passent pas.
Parce que dès qu'elles s'éloignent du plan terrestre, alors nous allons les ressentir moins forts dans leur densité. Et souvent, la personne qui est inconsolable face à la mort de son animal est paniquée après quelques jours ou quelques semaines en disant mais il est plus là, je sens plus, il s'est passé quelque chose et parfois me contacte. Alors je lui explique ce qui se passe. Mais en règle générale, non, il n'y a pas de souci. Le passage se fait. Est-ce qu'on peut connaître la cause ou les circonstances d'un décès après coup avec la communication animale? Alors, la question la question qu'on peut se poser par rapport à cette question, c'est pour qui c'est utile et qu'est-ce que ça va apporter? C'est-à-dire que j'ai eu affaire dernièrement à des gens qui ont perdu leur animal sur la table d'opération et qui sont convaincus qu'il y a eu une erreur médicale. Et donc, ils ont fait appel à moi pour que, à travers leur animal défunt, je puisse donner l'explication de ce qui s'était passé réellement. Pour moi, il n'est pas question d'être une enquêteuse, de faire ce genre de choses, parce que d'abord, ça ne sert pas la cause animale, et moi, je suis au service des animaux. Et puis, deuxièmement, ça va pas changer grand-chose, et ce n'est pas, disons, je fais pas mon deuil plus facilement parce qu'il y a peut-être eu une erreur médicale. Il y a surtout besoin pour, en tout cas l'interprète animalière que je suis, de comprendre avec la personne, et ça a été ma question à ces deux personnes-là, qu'est-ce que ça va vous apporter de plus pour finalement qu'elles réalisent que ça n'allait pas diminuer leur chagrin, que ça leur avait ôté la confiance dans ce cabinet vétérinaire, elles n'y retourneraient pas, ben voilà, mais que de poser la question à leur animal n'était pas non plus la chose dont l'animal avait le plus besoin. Ce que l'animal avait besoin, c'était aussi de livrer un message, de dire comment il vivait sa mort. Et cet animal a pu expliquer beaucoup de choses qui, dans sa vie, donc c'est un animal jeune hein, qui est décédé dans le cadre d'une castration. Et en fait, cet animal a raconté plein d'anecdotes qui faisaient que depuis plusieurs mois, son âme avait préparé sa conscience à son départ, en fait. Et que sans qu'il ait conscience qu'il allait mourir, heureusement d'ailleurs, hein, on ne sait pas l'heure de notre mort, les animaux non plus, mais en fait, il a réalisé a posteriori qu'il y avait plein de petites choses qui s'étaient mises en place, et les gens ont pu valider, hein, c'était des choses très très précises, et qu'en fait, pour lui, c'était OK. C'est-à-dire qu'au moment où il a compris qu'il était décédé, au moment d'ailleurs, parce que le premier contact que j'ai eu, c'est par le biais d'un mail où j'ai dit dites à votre animal qu'il est décédé. Et donc à partir du moment où il a compris qu'il était décédé, pour lui ça a fait sens sur plein de choses. Et ça a été plus utile pour les gens de savoir ça que de pouvoir dire qui a fait quoi, comment, ce qui au final change rien. Hein. Dernière petite précision, est-ce qu'il y a un impact, une différence si on choisit d'incinérer ou d'enterrer l'animal sur son parcours, sur l'évolution de l'âme? Oui. Alors, l'incinération ou le corps enterré, c'est un peu comme l'âme humaine. Lorsque notre corps physique existe encore parce qu'il n'est pas complètement redevenu poussière, ça veut dire qu'on a aussi une enveloppe éthérique et qui existe encore puisqu'elle est rattachée au corps physique et que donc la possibilité, alors, pour la réincarnation par exemple, n'existe pas encore pour l'animal. C'est surtout ça qui leur pose des fois problème aux animaux. Maintenant, moi, je respecte les croyances des gens et à moins que l'animal, on lui donne l'occasion de demander s'il veut être enterré ou incinéré et qu'il le dit, autrement, ben, je respecte ce que les gens ont fait. Et puis, l'animal le dit, ça fait aussi partie de mon histoire, de devoir être d'avoir été enterré plutôt qu'incinéré. Mais c'est clair qu'en termes de possibilité de réincarnation et de rapidité de réincarnation, le fait d'être incinéré accélère en fait la possibilité pour l'animal de revenir parce qu'il n'y a plus de corps physique, donc il n'y a plus d'enveloppe éthérique. D'accord. Donc la réincarnation serait plus rapide en cas d'incinération. En tout cas, Ça coupe plus rapidement le lien avec le corps éthérique. Oui, complètement. Oui, parce qu'il n'existe plus. Ouais. Eh bien, un grand merci Fabienne pour ce partage de ce soir. Merci à toi Estelle.
Merci à vous tous d'avoir suivi cette rencontre. Toutes les ressources que tu as mentionnées, les livres, les formations en ligne, etc., on les retrouve sur ton site écoledelaConscience.com. Oui. Voilà. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour de prochains événements, notamment ce 4 février avec Roméo Cournal. Nous allons parler des limites qu'on peut vivre en tant que praticien d'une thérapie. On va aller voir justement quelles solutions on peut avoir dans ces cas-là. Donc l'inscription est sur le site saneva.ca et c'est gratuit. Voilà. Un grand merci à tous. Prenez soin de vos animaux C'est et ça. de vous-même. Très bien. Merci beaucoup Fabienne, je te souhaite bonne continuation. Donc si on veut te contacter éventuellement pour une consultation de communication animale, c'est possible? Quelle est la démarche? Alors tout à fait, j'ai un agenda en ligne. On peut trouver mes coordonnées soit via le site que tu as donné, écoledelaConscience.com. Sous ressources, on trouve interprète animalier, ou bien sur l'autre site qui est entièrement consacré à la communication animale qui s'appelle communication animale, tout attaché avec un E au singulier, .com aussi, ou .ch, hein, c'est égal, les deux fonctionnent. Et là, vous allez arriver sur mon site de communication animale. Il y a un peu d'attente, c'est normal. Voilà, soyez patients. Il y a aussi des places d'urgence que je mets, mais je les mets jamais d'avance parce que sinon elles sont utilisées pas pour les urgences. Donc le week-end, il m'arrive souvent d'offrir des places d'urgence ou bien le soir quand je suis pas en visioconférence. Voilà, merci à tout le monde en tout cas et merci à vos animaux de vous avoir amené à cette conférence. Merci, très bonne soirée. Au revoir. Au revoir.